Bienvenue dans ce premier cours de métaphysique. Aujourd'hui, nous allons faire ce premier pas que nous avions promis depuis longtemps, ce premier pas en métaphysique. Nous allons étudier dans un premier temps la métaphysique dans une vue générale, ce que nous appelons l'ontologie, et dans un deuxième temps, nous verrons que la métaphysique constitue réellement ce que Aristote nommait la sagesse. Comment passe-t-on de la physique à la métaphysique ? La physique soulève des questions auxquelles la simple observation de la nature ne peut répondre. La question de l'ordre, la question de la finalité, la question de la moralité et la question d'un système de valeurs, sans compter d'autres questions secondaires. En effet, nous l'avons vu, la physique possède des limites et elle est elle-même en train de nous poser des questions qui sont au-delà d'elle-même. Lorsque nous avons étudié notamment les qualités sensibles, qui dépassent déjà les sens à proprement parler physiques et matériels, qui nous proposent un au-delà. Lorsqu'on étudiait par exemple la notion d'ordre dans la nature, cette notion n'est pas quantifiable, n'est pas forcément palpable, et pourtant cette question est posée dans le domaine de la physique. Qu'est-ce donc que la métaphysique ? Revenons au sujet de l'abstraction, et l'abstraction vis-à-vis du travail intellectuel. Nous l'avions déjà abordé en physique. La physique montrait une première capacité d'abstraction dans la notion de nombre, lorsque nous avions étudié la quantité. On en avait déduit l'existence d'une capacité d'abstraire dans l'être humain. Selon Aristote, et depuis c'est devenu une classification classique, il existe au moins 3 degrés d'abstraction. Tout d'abord, la philosophie et les sciences physiques, qu'Aristote place sur le même pied d'égalité. Il s'agit d'éditer des lois qui correspondent à l'observation de la nature, des réalités directement abordables, des réalités physiques. Deuxièmement, deuxième degré d'abstraction, les mathématiques, c'est-à-dire le fait de compter et de pouvoir exercer cette faculté d'abstraction sur des chiffres qui ne sont pas forcément collés à la réalité. Par exemple, on conçoit une pomme, mais on conçoit le chiffre 1. On conçoit 2 poires, il y a le chiffre 2. Nous sommes capables de compter dans notre tête sans imaginer l'objet que nous chiffrons. C'est le deuxième degré d'abstraction. Le troisième degré d'abstraction, qui est le degré suréminent, est la métaphysique, puisqu'il s'agit d'abstraire l'être. Nous allons expliquer ce que nous voulons dire par là. Qu'est-ce que la métaphysique ? Comme toujours, nous allons revenir à la méthode d'Aristote qui consiste à partir de l'observation de la réalité. La méthode d'Aristote, c'est comprendre le réel, le prendre comme il est en face de nous, et nous nous demanderons ensuite, pour toutes les questions critiques et toutes les questions d'ordre idéaliste, si l'on veut, si cette méthode possède une valeur. Nous verrons qu'elle en possède une, mais nous abordons la philosophie de manière bio, si l'on veut, de manière naturelle, comme elle se présente à notre entendement. Lorsque l'homme réfléchit sur ce qui l'entoure, il n'est pas en train de se demander premièrement si ce qu'il voit et ce qu'il observe est vrai ou n'est qu'une imagination, par exemple. Non, il constate que la réalité est en face de lui. En fait, il ne constate même pas la réalité, il est imprégné par elle. Lorsque nous avons faim, notre premier mouvement est de nous lever, de nous diriger vers notre frigo pour pouvoir se restaurer. On n'est pas en train de se demander si c'est vrai qu'on a faim ou si c'est une illusion ou si c'est un rêve, etc. Donc une approche naturelle possède au moins ce fondement, ce premier fondement, qu'il correspond à notre habitude de vie. Pour la métaphysique, c'est sensiblement la même chose. Il faut observer le monde qui nous entoure et nous comprendrons ce que nous voulons entendre par métaphysique. Si nous prenons ce couple allongé dans ce jardin en train de faire un petit repas, un pique-nique, nous pouvons voir différentes choses. Nous voyons une maison, nous voyons des arbres, nous voyons de l'herbe, nous voyons une femme, nous voyons du vin, nous voyons un panier, etc. Il y a un point commun entre tous ces êtres, c'est justement qu'ils sont de l'être. C'est cela l'objet de la métaphysique.
Ce que l'intelligence saisit d'abord comme son objet le plus connu et en quoi elle résout toutes ses conceptions, c'est l'être. En fait, avant de percevoir ce que sont les choses, on perçoit que les choses sont. Avant de percevoir cet ordinateur que vous êtes en train de regarder, vous avez l'intuition que cet ordinateur est devant vous. Il est là, c'est un ordinateur, il est quelque chose en fait, qu'il y a quelque chose en face de vous. Et cette intuition de l'être est proprement l'objet de la métaphysique. Et plutôt, disons, l'être lui-même, pas l'intuition de l'être, mais l'être lui-même est l'objet de la métaphysique. En effet, comme disait Régis Jolivet, l'être, c'est l'atmosphère dans laquelle respire l'intelligence. Qu'est-ce que cette notion d'être? Il s'agit d'abstraire l'être des éléments de la maison, de l'arbre, des êtres humains, du vin que ces personnes boivent dans leur jardin, de ne concevoir tous ces êtres particuliers plus qu'uniquement sous l'angle d'un être en tant qu'il est un être. Et c'est la définition assez classique de la métaphysique qu'on peut entendre en classe de terminale par exemple. La métaphysique, c'est l'étude de l'être en tant que c'est de l'être. L'étude de l'être en tant qu'être. En effet, il faut savoir s'élever des manifestations matérielles et physiques de l'être pour ne considérer plus que l'être en tant qu'il est de l'être. C'est-à-dire que nous pouvons essayer d'étudier l'être, de concevoir des lois, des aptitudes, des capacités, des compétences, des caractéristiques, toutes sortes de choses qui gravitent autour de l'être du point de vue unique de l'être pour en édicter des lois et une sagesse et une connaissance. La métaphysique. L'attitude du métaphysicien le conduira directement à s'apercevoir de la portée de son travail intellectuel. En effet, l'être est universel. L'être, l'être concerne tous les êtres. Ça peut sembler idiot de le dire comme ça, mais en réalité, ça tombe sous le sens. Tout ce qui existe, c'est de l'être. C'est quelque chose, en effet, mais c'est d'abord de l'être. L'exemple bien connu, ou du moins traditionnel, est celui de l'arbre de Porphyre. Porphyre de Tyr, ayant vécu des années, on ne le sait pas très bien, mais disons de 234 à 305 après Jésus-Christ. Porphyre était un philosophe néoplatonicien qui était disciple de Plotin. Il avait élaboré un espèce d'arbre, on a mis un arbre pour faire joli, mais en fait c'est un arbre qui montre comment on va abstraire petit à petit d'un être particulier toutes les choses qu'on va enlever petit à petit pour les sélectionner jusqu'à ne plus aboutir qu'à considérer l'être en tant qu'être. L'arbre de Porphyre est un exemple d'une distillation, si l'on veut, que l'on peut faire des êtres particuliers à partir des genres et des espèces des réalités qui nous entourent. Et nous arrivons à un plus petit dénominateur commun qui existe entre tous les êtres particuliers, la substance, c'est-à-dire l'être. Nous aurons l'occasion de réétudier l'arbre de Porphyre de manière plus synthétique et plus exposée lorsque nous étudierons la logique. Considérons à présent cet être que nous avons extrait des réalités particulières. On utilise le mot être pour traduire un participe substantif grec, toon ou latin ens, qui veut dire l'étant. En fait, on ne devrait pas vraiment dire l'être, mais plutôt l'étant. C'est un peu comme lorsque nous avions étudié la vie, on ne doit pas dire la vie, mais le vivant, parce que nous ne considérons pas des choses qui sont comme ça vaseuses dans l'espace, non, nous considérons des choses précises et qui existent réellement. En fait, l'être est un acte, c'est l'acte d'être, c'est une action si l'on veut. Cela signifie deux choses. L'être concerne quelque chose qui est, et également le fait d'être de manière actuelle. Enfin, tout se rapporte à l'être, qu'il soit concret, possible, réel ou de raison. En effet, moi qui suis devant vous, j'ai un être réel. Mais par exemple, un être virtuel ou un être imaginaire, un personnage de roman ou un personnage de film, n'a pas d'être réel. Pourtant, nous le concevons dans notre intelligence sous l'angle de l'être.
C'est ce qu'on appelle les êtres de raison en philosophie. Il existe un rapport particulier, et plus que particulier puisque c'est l'objet de l'intelligence, un rapport de l'être avec la psychologie humaine. En effet, si l'on considère l'être au point de vue des capacités de l'homme, nous découvrirons que ce qui est, c'est ce qui est vrai. Mais ce n'est pas tout. Ce qui est, en fin de compte, c'est le bien, parce que notre bien, c'est d'être. C'est par exemple la survie. Le bien ultime, c'est l'être. Nous aurons l'occasion de le développer. Et le beau aussi. Le beau se rapporte à l'être. Ce sont les transcendantaux. Nous aurons un cours qui sera dédié aux transcendantaux. Aujourd'hui, nous attaquons la question de l'être du point de vue de ce qui le circonscrit. Nous allons entrer dans la profondeur du sujet lorsque nous attaquerons la question des causes, les causes de l'être. Mais nous pouvons déjà retenir qu'il y a un rapport étroit entre l'être et la psychologie. Comment utiliser alors la métaphysique? C'est très simple, nous l'avions dit, si l'être est commun à tous les êtres, les choses que nous pourrons apprendre sur l'être seront communes à tous les êtres. C'est-à-dire que telle loi qui sera discernable dans la réalité parce que nous l'aurons discernée dans un être particulier, dans une chaise par exemple, sera également applicable à un livre et même à un animal vivant, sous l'angle de l'être. Nous ne sommes plus dans les contingences particulières, nous sommes au cœur de ce qui fait que les êtres sont des êtres. C'est ce qui s'appelle la notion d'analogie. Nous vous proposons l'exemple de la notion d'analogie de proportionnalité. Grand N est à grand A ce que petit n est à petit a. L'analogie porte non pas sur les lettres n et a, mais sur leur taille. Nous avons une majuscule est à une autre majuscule, ce qu'une minuscule est à une autre minuscule. L'analogie permet d'établir des lois qui sont générales sous un angle et qui ne le sont pas sous un autre. Pourquoi tout ça? Pourquoi toutes ces histoires d'être, etc. En fait, il existe une réelle profondeur de la philosophie et cette profondeur s'incarne dans la métaphysique. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, la philosophie est réellement le centre de la connaissance humaine puisqu'elle va pouvoir éclairer tous les degrés de la connaissance humaine et toutes les sciences particulières, qu'on soit en économie, en astrophysique, en biologie, même en histoire. Puisqu'en effet, la philosophie considère l'être des choses. Et en considérant l'être, elle va s'appliquer à toutes les choses particulières qui sont déclinées dans les diverses sciences. Donc la métaphysique, qui est le cœur de la philosophie, est encore plus concernée par cette notion d'universalité de la métaphysique. L'universalité de l'être permet aux métaphysiciens de concevoir une science universelle. Et à ce degré, la philosophie est une science universelle. Et elle mérite toute l'attention de l'homme qui décide de prendre en main sa connaissance, la culture de son intelligence. Il faut absolument pouvoir se concentrer sur l'universalité de la métaphysique et pour pouvoir appréhender d'une manière posée l'objet de la philosophie, qui est l'être, et la compréhension qui va émaner de celle-ci dans l'application universelle que nous pourrons faire de la philosophie.